la rétrospective de la semaine. Le 8 mai 2017, la mine de Bilaourou suspendait ses activités, mettant ainsi plus de 650 travailleurs dans le chômage technique. Las d'attendre, ces travailleurs sont montés au créneau à travers ce point de presse. Selon eux, à l'issue de la transaction de vente de la mine au groupe Balagui, un protocole d'accord a par la suite été trouvé avec les nouveaux responsables depuis mai 2018. Malgré le fait que ce protocole d'accord était en violation du code de travail, selon les animateurs du point de presse, ce protocole n'est toujours pas respecté 5 mois après sa signature. Abdul Tamboura. Le comité a procédé le 22 mai 2018 à la signature d'un soi-dit protocole d'accord en territoire étranger sur invitation du PDG du groupe Balagui et en violation des règles du Code du travail. Aucune de ces clauses n'a été respectée. Les animateurs du point de presse ont également dénoncé la production de l'or qu'ils qualifient de frauduleuse par la mine avec le déploiement du service minimum en juin 2018. Da Simpli, senior superviseur. Les opérations d'édition ont été démarrées et c'est ainsi qu'ils ont pu couler cette quantité d'or qu'elle vient de vous communiquer. C'est pourquoi on dit que c'est une opération frauduleuse. Ils n'avaient pas en son temps une équipe de la brigade de la douane s'est déplacée sur les lieux pour vérifier ce qui se passait. Ils se sont rendus compte qu'effectivement ils produisaient. Ils n'avaient pas encore cette opération-là, mais quand même ils produisaient. Donc c'est de la fraude. Face donc à cette situation et dans le souci de réclamer leur dû, les employés disent avoir déposé une plainte qui a abouti à un procès verbal de non-conciliation entre les deux parties, d'où l'ouverture d'un procès relatif au litige le 19 octobre prochain au tribunal du travail. La musique burkinabé peine à connaître une ascension véritable au regard de certaines difficultés et ce, depuis de nombreuses années. C'est ce qu'ont estimé les membres du syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso, Sinameb. Abdul Kader Ouattara alias Almami Kadji, secrétaire général du dit syndicat. Les artistes sont victimes de clochardisation. En témoignent les cachets récents dérisoires de la SNC. 250 000 francs CFA pour 2 podiums live et 150 000 francs CFA pour 2 podiums playback. À cela, il faut ajouter les paiements aléatoires des droits d'auteur par les BBDA qui jusque-là ne s'est pas doté d'un logiciel unique de comptabilisation. À toutes ces manœuvres vient s'ajouter la tenue les 3 et 4 octobre 2018 les états généraux de la SNC à Bobo-Dioulasso sans que le Sinameb n'y soit invité. Pour le secrétaire général du syndicat, les autorités sont responsables de l'état actuel de la musique burkinabé. Le ministre de la Culture, Abdoul Karim Sango, peine à nous rencontrer. Depuis le 15 mars 2018, avant la SNC, nous avons eu une rencontre avec le ministre qui promettait de nous revenir et que notre plateforme allait avoir une suite favorable parce qu'ils avaient concerté un cadre de la culture là et qu'il nous reviendrait. Ce qui n'a pas été fait. Au mois d'août, sur demande d'audience accordée par 2 reprises, nous n'avons pas été reçus. Il faut dire que la culture, la musique dont on dit promulguer et tout, rien n'est fait. En réalité, cette musique-là, elle est laissée pour compte et il faut dire clairement que c'est la faute des dirigeants. Le Sinameb dit lever le ton les jours à venir en menant d'autres actions si toutefois aucune suite n'est donnée à cette situation. En voulant créer un mal, il est probable qu'on crée d'autres et plus dangereux. C'est le point de vue des membres de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain Copagène sur le projet Target Malaria. Pour eux, ce projet présente de nombreux risques aussi bien sur le plan sanitaire, environnemental qu'éthique. À les entendre, ni les autorités politiques et administratives, ni les populations locales n'ont été informées de ces risques. Ils confient en outre que les objectifs d'un tel projet sont à rechercher ailleurs. Ali Tapsoba, membre du collectif citoyen de l'agroécologie CCAE. Nous nous questionnons sur la nature et les objectifs réels des partenaires financiers de ce projet. Les plus grands bailleurs que sont la Fondation Bill et Melinda Gates et Open Philanthropy Project au niveau international. Les scientifiques sont divisés sur la question des forçages génétiques. Les arguments sanitaires ne cachent-ils pas des objectifs industriels et militaires? Pour les non-partisans, le soupçon existe. Pour la coalition, le gouvernement est responsable de ce projet. Ali Tapsoba. Target Malaria est dirigé par un groupe de chercheurs burkinabés américains, mais sous la tutelle de l'IRSS. L'IRSS est l'un des instituts du CNRST. Et vous savez que le CNRST est sous la tutelle du ministère de la Recherche scientifique. Si aujourd'hui Target Malaria a toutes les bénédictions, c'est qu'il y a effectivement la complicité du ministère de la Recherche scientifique qui est du gouvernement. Donc, il y a la complicité du gouvernement. Le gouvernement est complice.
En vue de s'opposer au lâcher-test des moustiques génétiquement modifiés qu'elle qualifie d'expérimentation hasardeuse, la Copagène appelle à l'implication des autorités coutumières et religieuses, des communautés de base et des élus locaux. Face aux hommes et femmes de médias, l'Union pour le progrès et le changement UPC est revenue sur la rencontre qu'elle a eue avec le président de la CENI, Newton Ahmed Bari. Contrairement à ce qui avait été dit dans la presse, les animateurs du point de presse ont signifié qu'il n'y a toujours pas de consensus sur le code électoral et la plateforme d'enrôlement. Selon eux, leur position n'a pas changé et ils rejettent toujours le code électoral. Adama Soso, deuxième vice-président de l'UPC. Il n'y a pas eu de revirement de position. Je crois que j'ai expliqué clairement ce que nous avions dit. C'est clair que nous avions dit par rapport au code électoral que nous rejetons. J'ai dit la plateforme fait partie du code électoral. Sinon, il y a beaucoup d'autres aspects dans la presse que dans le code électoral pour lesquels nous ne sommes pas d'accord. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas d'accord et nous avons expliqué ça encore à Newton Ahmed Bari, que nous ne sommes pas d'accord avec le code électoral. Les animateurs du point de presse ont par ailleurs dénoncé ce qu'ils qualifient de réformes unilatérales du code électoral. Selon Moussa Zerbo, porte-parole de l'UPC, ces réformes ne seront jamais acceptées à leur niveau. Nous, on s'assoit comme si on n'avait même pas quelque chose dans la tête. On fait aveuglement confiance. C'est eux qui vont fournir les données à la CENI. Et la CENI va prendre ça maintenant pour appeler des gens question de pouvoir nous sortir un fichier électoral. C'est trop facile ça. On ne va même pas accepter ça parce que l'UPC a de ce fait invité l'ensemble de ses militants à se joindre à l'opposition politique pour combattre ces réformes qu'ils considèrent comme un recul démocratique. Il s'agit de Nanema Ouseni Faisal et du journaliste Adama Ouedraogo d'Idamissa. Le premier accusé administrateur de société est poursuivi pour 2 faits, dont la complicité de dégradation aggravée volontaire de biens et de recel. Il nie les faits à lui reprocher. Selon son récit, c'est dans la journée du 17 septembre 2015 qu'il a appris sur les réseaux sociaux qu'il y avait une manifestation pour soutenir le Conseil national de la démocratie CND du général Gilbert Diendéré. Il décide de ces faits de Siran et d'appeler également ses camarades du Congrès pour la démocratie et du progrès CDP à se mobiliser pour la manifestation. Pour lui, son attitude s'explique par le fait que son parti, le CDP, avait été exclu des élections et que le CND avait décidé d'organiser des élections inclusives. Selon sa narration, c'est au cours de ce rassemblement au rond-point des Martyrs que des manifestants ont pris l'initiative pour aller incendier le domicile de Feu Salifou Diallo. Il affirme qu'il s'est opposé à cette initiative et c'est face à la persistance des manifestants à se rendre au domicile de Salifou Diallo qu'il a appelé des éléments de l'ex-RSP pour leur demander de sécuriser le site. Outre cela, celui qui se réclame homme politique s'est rendu à l'hôtel Laïko le 19 septembre 2015 où il a rencontré le président Yari Boni qui lui a d'ailleurs remis la somme de 2 millions de francs CFA selon ses propos. Le parquet militaire est revenu également sur les objets pris en sa possession lors de son arrestation le 20 septembre par la gendarmerie. Il s'agit d'un sac à main, d'un fer à repasser et d'une statuette. Selon le parquet militaire, ces objets qu'il avait en sa possession provenaient du domicile de Feu Salifou Diallo et que c'est la preuve qu'il a été à l'incendie du domicile. L'accusé refute ses propos du parquet et s'explique. Pour lui, c'est dans la journée du 19 septembre qu'il a acheté ce matériel au rond-point des Martyrs et c'est par la suite qu'il s'est rendu compte que le domicile de Salifou Diallo a été incendié et que les gens avaient pillé le matériel qui y était. Il affirme que dès qu'il s'est rendu compte que le matériel provenait de ce Salifou Diallo, il a tenté en vain de contacter l'intéressé pour le lui restituer. Le parquet militaire est également revenu sur les affrontements qui ont eu lieu le 20 septembre à l'hôtel Laïko et selon le procès verbal du caporal Dassami lu par le parquet militaire, c'est bien lui, Nanema Faisal, qui était à la tête des manifestants qui se sont pris au garde du corps du président Roch-Marc Christian Kabore. À ses propos, l'accusé s'emporte et s'en prend vertement à son co-accusé. Selon lui, ce dernier, le caporal Dassami, assurait la sécurité du général Gilbert Diendéré et qu'il ne pouvait pas se trouver en ces lieux puisque le général n'y était pas. Une situation qui l'a amené à dire que si le caporal Dassami était en ces lieux, c'est bien lui et autres qui formaient le commando qui commettaient les exactions en ville avant de dire ceci. Monsieur le Président, ce sont les Dassami qui frappaient, torturaient et tuaient les gens en ville. Il n'y a même pas de débat, il faut le condamner. Suite à ces propos, son conseiller maître Arnaud
Sampébré va demander une suspension puisqu'il défend également le caporal Dassami. À la reprise de l'audience, son conseil va demander au président du tribunal à se déporter de la défense des deux accusés puisqu'il y a un conflit d'intérêts entre les deux accusés selon Maître Sampébré. La demande a été acceptée et l'accusé a été prié de rejoindre sa place. Après ce dernier, c'est le journaliste Adama Ouedraogo Didamis qui s'est présenté à la barre. Après la notification des 3 charges retenues contre lui, l'audience a été suspendue. Adama Ouedraogo est poursuivi pour des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, de coups et blessures volontaires. Avant de quitter la barre, il a plaidé non coupable. La suite de son récit, c'est demain à 9h au tribunal militaire. Le procès du coup d'État manqué s'est poursuivi ce mardi avec l'interrogatoire du journaliste Adama Ouedraogo Didamissa. Il est poursuivi pour des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, de coups et blessures volontaires. Il plaide non coupable. Pour se défendre, l'accusé avance que c'est dans la soirée du 16 septembre 2015, aux environs de 17h, qu'il a appris qu'il y avait une prise d'otage au palais de Kossiam. À 23h dans la même soirée, il apprend qu'il y avait une rencontre au Kanaba Koum 2 avec le collège des SAS conduit par Monseigneur Paul Ouedraogo. En tant que journaliste chargé du desk politique au quotidien d'information L'Observateur Palga, au moment des faits, il prend l'initiative de s'y rendre. Une fois au Kanaba Koum 2, il n'aura pas accès à la salle où se tenait la rencontre puisqu'il n'avait pas été convié. Après une heure d'attente, il décide de rebrousser chemin sans avoir eu une information précise sur la situation. Dans la matinée du 17 septembre 2015, il s'apprêtait pour se rendre à Bobo Dioulasso lorsqu'il a été joint par le protocole du général Gibril Bassolé pour lui remettre la somme d'1 million de francs CFA. Le parquet militaire l'interroge pour comprendre pourquoi le général Bassolé lui avait remis cette somme. Ce n'est pas la première fois que le général me donne de l'argent. On se connaît il y a longtemps et je le considère comme mon oncle. Et je vous dis que la somme n'avait rien à voir avec le coup d'État, répond l'accusé avant de poursuivre en affirmant qu'il a reçu cette somme parce qu'il avait proposé une stratégie de communication à Madame Bassolé qui voulait redorer l'image de son époux qui, selon elle, avait été sali dans la presse. Outre ces faits, l'actuel directeur de publication du journal Le Dossier affirme n'avoir pas accompli une autre action pendant les 16, 17 et jours suivants. Pourtant, selon les procès-verbaux du général Gilbert Dendéré lus par le parquet militaire, il ressort que le général Dendéré lui avait demandé de recenser les griefs politiques de la transition pour qu'il rédige la déclaration du CND. Mais l'accusé refute ses propos. Il reconnaît néanmoins avoir été chez le général Gilbert Dendéré, mais selon lui, ils ont discuté des questions relatives à un livre qu'il écrivait et non d'un coup d'État. Il termine en disant qu'il n'a pas rédigé, ni lu, ni vu même la déclaration du CND. C'est sur ces entrefaits que l'audience a été suspendue aux environs de 15h pour des soucis de délestage. L'audience reprend demain mercredi à 9h avec le même accusé. La rétrospective de la semaine. Poursuivi pour des faits d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires, Adama Ouedraogo Didamissa était à son 2e jour d'audience ce mercredi au tribunal militaire. Il nie toujours les faits à lui reprocher, expliquant que tous les actes qu'il a posés l'ont été dans le cadre professionnel. Mais avant de répondre aux différentes questions, le journaliste du quotidien L'Observateur Palga, au moment des faits, a commencé par s'excuser auprès du président du tribunal pour un incident qui s'est produit la veille. Et en effet, soulignant que dans ses écrits, il s'intéresse très souvent à des questions qui ne sont pas abordées par d'autres journaux, Damis a voulu présenter la une d'un numéro du bimensuel Le Dossier, son journal, et malgré l'interpellation du président du tribunal lui demandant de ne pas la présenter, il l'a fait. Et toute chose qui n'a pas été appréciée par le président du tribunal, qui lui a retiré la parole et ensuite suspendre l'audience. Pour lui, il s'agissait tout simplement d'un moyen de défense. Il explique qu'il a par exemple écrit beaucoup sur le terrorisme, de sorte qu'une certaine opinion disait qu'il ne fallait pas prendre au sérieux ses écrits, et puisque ce serait le général Gilbert Dendéré qui lui donnait ces informations pour faire peur. Les excuses de l'accusé étant acceptées, c'est la partie
partie civile qui prend la parole pour lui poser des questions sur la raison pour laquelle il s'est rendu au camp Nabakoum 2 et n'a pas rédigé d'article pour son organe de presse. Le journaliste indique qu'il était en congé et n'avait donc pas d'obligation de résultat, en ce sens qu'il y était sur initiative personnelle. Il ajoute que le lendemain, il a appelé son directeur de publication pour lui signifier que l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo était à la rencontre des médiateurs avec les éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle et qu'il serait intéressant de faire une interview avec lui. Et selon ses dires, son directeur a signifié que la situation étant confuse, la patience serait mieux. À l'en croire, c'est ce jour même, donc le 17 septembre, qu'il s'est rendu à Bobo-Dioulasso pour des raisons familiales. Une explication qui ne convainc pas à Maître Issaka Sawadogo de la partie civile, qui estime qu'il y avait bel et bien matière à écrire au moins un article puisqu'il a eu le privilège d'être le seul journaliste sur les lieux. Et sur ce point, l'accusé souligne que ce qu'il a reçu comme information au camp Nabakoum 2 n'était pas une information nouvelle pour lui. Maître Séraphin Somé lui dit ne pas comprendre comment se fait-il que pendant que les autres journalistes cherchaient à se réfugier, lui se rend au camp Nabakoum 2. Pour Adama Ouédraogo dit Damis, un journaliste doit savoir prendre des risques. Aussi ajoute-t-il, je ne crois pas avoir pris des risques puisque je n'ai pas croisé d'obstacles sur mon chemin. Et sur le fait que certains accusés affirment que Damis était un des rédacteurs du discours du Conseil national pour la démocratie, l'accusé rejette ces accusations. Je n'ai fait que mon travail et aujourd'hui ça retombe sur moi. Sinon je suis arrivé là-bas par hasard, a-t-il déclaré. Il renchérit en ces termes, je cite, « Le 31 octobre également, j'étais au camp Guillaume lorsqu'il y avait des tractations. Après quoi, je suis reparti à la rédaction sans chercher à savoir ce qui se passait. Ce sont des situations similaires. » Fin de citation. Un autre fait important à souligner, le journaliste a affirmé que la raison fondamentale de la situation de putsch est la prise du pouvoir par le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida avec la complicité de certains acteurs de la société civile. À ce propos, il indique que l'ancien Premier ministre aurait même détourné de l'argent destiné à la commémoration de l'anniversaire des forces armées nationales pour ce qu'il qualifie de coup d'État du 2 novembre. Damis indique que Maître Guy Hervé Cam du Balai citoyen aurait même reçu la somme de 100 millions de francs CFA. Il dit détenir toutes les preuves et que si on l'y oblige, il fera des révélations. Et selon ses propos, je cite, certains quitteront le pays. Fin de citation. Et l'audience suspendue à 17h reprendra au lundi avec le même accusé. Politique sécuritaire sous le CNR, quels enseignements pour la situation sécuritaire actuelle au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest? C'est le thème du panel prévu se tenir le 13 octobre dans l'enceinte de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Ce panel, qui sera suivi le lendemain d'une cérémonie de pose de la première pierre de construction du mémorial, sont entre autres les activités programmées en vue de commémorer les 31 ans de l'assassinat de Thomas Sankara. Et pourquoi ce retard dans la mise en œuvre de ce mémorial? Sanou Bernard, président du comité. Premièrement, les architectes qui auraient eu à répondre, le nombre était insuffisant et les gens nous ont déjà reproché cela, que nous nous sommes limités un peu seulement à la sous-région. Alors que non, c'est un projet international qu'il fallait qu'on prenne le temps pour que la diffusion effectivement se soit faite et que beaucoup d'architectes internationaux puissent prendre part au concours. Nous avons relancé le mois de concours. Malheureusement, nous avons encore un problème parce que nous avons deux choses sur lesquelles nous insistons beaucoup. Le caractère original et le caractère inédit de cette œuvre-là. Ce mémorial, en plus d'autres activités, vise à honorer la mémoire de Thomas Sankara selon les membres du comité. Pour eux, les actions de l'ancien président sont plus que jamais louables. Bernard Sanou. Thomas Sankara et ses camarades ont mis en œuvre une révolution en l'adaptant aux réalités sociopolitiques et économiques du pays. En 4 ans, le Burkina Faso, sous la houlette du Conseil national de la révolution CNR, a su trouver des solutions endogènes pour oser inventer l'avenir. Le CNR a ainsi brillé par ses réformes courageuses dans tous les domaines de la vie politique nationale. Tout en commémorant la 31e année de son assassinat, les membres du comité fondent l'espoir que le procès de l'affaire Sankara et ses 12 compagnons verra le jour bientôt.
4 ans après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, les populations font toujours face à de nombreuses difficultés, au nombre desquelles la vie chère, l'impunité, la corruption, les attaques terroristes et la remise en cause des libertés publiques. Une situation qui témoigne, selon les conférenciers issus de plusieurs organisations, d'un manque de volonté politique à trouver des solutions idoines aux préoccupations pressantes des populations. Chrysogono Zogomore, président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP. Plein de dossiers aujourd'hui qui posent problème. Lorsqu'on sait que ce régime est parvenu au pouvoir à la suite de l'insurrection populaire, c'est vraiment étonnant. On ne peut pas dire que ce sont des éléments qui échappent au pouvoir en place. Ce qui manque de notre point de vue, c'est de la volonté politique. Non seulement le manque de volonté politique, mais parfois on a l'impression qu'il y a une espèce de complicité du gouvernement par rapport à certaines questions qui se posent aujourd'hui. Que ce soit en matière de lotissement, que ce soit en matière de passation de marché, etc. Pour ce qui concerne la criminalisation de l'insurrection populaire par le nouveau code pénal promulgué en juin 2018, les animateurs de la conférence de presse se disent révoltés. Draman Ouedraogo, président de l'association des blessés de l'insurrection populaire. Je suis surpris de voir que tout le lot de boulot de toute la population a été banalisé en espace de quelques temps. On a décidé de criminaliser les actes que nous avons posés ce jour qui a prévalu que certains se retrouvent à la tête de notre pays. Alors c'est dommage. Il faut que non seulement nos gouvernants sachent que nous les avons à l'œil et s'ils marchent droit, nous allons les applaudir et s'ils dévient, les emmerdeurs seront emmerdés. Afin de commémorer l'insurrection populaire qui les qualifie de victoire salutaire, les conférenciers invitent l'ensemble de la population à participer à une marche-meeting le mercredi 31 octobre 2018 à 9h à la place de la Nation. C'est dans cette ambiance rythmée de slogans et autres cris d'indignation que des femmes et jeunes accompagnés de personnes âgées ont battu le pavé ce 9 octobre en direction de la mairie de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Réunis au sein de la coalition des associations pour la défense du droit au logement KDDL, section de Bogodogo, ces populations des quartiers tels Yamtenga, Rayongo, Balkui des arrondissements 10 et 11 se disent victimes de violations de leurs droits au logement et de diverses tracasseries et cabales juridico-policières. En pleine marche, des cas de litige nous sont présentés. Ça, c'est la maison de notre militant. Il voulait bloquer son passage. Or, pourtant, le recensement est venu trouver le gars ici. Au moment de l'attribution, voilà, le gars n'a pas eu. Et nous aussi, on a dit que non, tant que l'audit ne fait pas et que le gars chasse là où il doit aller, il ne peut pas construire et puis bloquer son passage. Et finalement, les dossiers sont au commissariat. Ils sont en train de faire les auditions, voilà, pour envoyer l'affaire à la justice. Ces litiges font suite aux opérations de lotissement réalisées par les maires Henri Sandaogo Kaboré et Zenabo Drabo. Quand Drabo est venu, quand il arrive chez toi et que tu n'as pas encore payé, que ton numéro de recensement n'est pas encore sorti, il te laisse ton carré. Quand il va vouloir sortir le deuxième numéro, que toi tu restes là où tu es. Mais quand Henri a repris, Henri a annulé toute l'attribution de Drabo et lui il a poursuivi pour lui, il confisque les parcelles des gens, il donne à ses amis, ses parents, proches, ses copains, donc de n'importe quoi. Donc on ne sait pas quoi dire, mais ça a été tellement trop frauduleuse que nous on ne sait pas comment expliquer. Ces explications et témoignages sont rappelés dans le message à remettre aux autorités communales par le porte-parole de la KDDL, section Bogodogo, Herman Moussa Konkobo. Monsieur le maire, la coalition des associations de défense pour le droit au logement, section Bogodogo, vient par la présente vous transmettre ses préoccupations contenues dans le message du meeting et de la plateforme revendicative liée au droit au logement dans la commune de Ouagadougou, en particulier ceux des arrondissements 10 et 11. Pour sa part, le maire de l'arrondissement 11, Ibrahim Maré, ne s'estime pas capable de répondre aux préoccupations soulevées. C'est une question de compétence. C'est dire que la question est connue depuis longtemps des plus hautes autorités de ce pays. Et il y a des démarches qui avaient été entamées et qui n'ont jusque-là pas abouti à quelque chose de concret. Donc, qui de droit est fortement interpellé par votre marche de ce jour? Eh bien, je voudrais vous dire, la question doit trouver sa solution au niveau gouvernemental.
Tout de même, les responsables de la KDDL section Bogodogo, eux, attendent de lui et son collègue de l'arrondissement 10 qu'ils prennent des dispositions pour arrêter les tracasseries et trouver des solutions aux problèmes de logement des populations. La rétrospective de la semaine. Depuis que le Burkina Faso est sous le feu des attaques terroristes, c'est une aubaine pour toutes les forces d'occupation qui nourrissent un fin espoir d'envahir le sol burkinabé. C'est ainsi que juste après les attaques de janvier 2016, alors qu'il était en visite en Côte d'Ivoire courant mi-mars de la même année, le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, à l'époque, annonçait, je cite, « Dans le cadre des opérations Barkhane et suite au contact qui s'est pris avec le directeur général de la gendarmerie nationale, nous avons décidé de positionner à Ouagadougou des éléments du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN. » Fin de citation. Faut-il le rappeler, le Burkina Faso avait déjà sur son sol des forces spéciales françaises. Et voilà que la France comptait déployer l'unité d'élite de sa gendarmerie. Et tout cela au nom de la lutte contre l'hydre terroriste. Pas évident. Pour preuve, depuis les interventions des forces militaires françaises dans la sous-région, dans le cadre de la lutte antiterroriste, les résultats probants et rassurants se font toujours attendre. De l'opération Serval à Barkhane au Mali, depuis plus de 5 ans après le début de l'intervention française, la situation sécuritaire ne s'est pas encore améliorée. En plus des combats qui se poursuivent dans le nord, viennent s'ajouter des violences interethniques dans la région du centre du pays et le chaos ne cesse de s'installer. Dans son rapport 2017 sur la situation au Mali, l'ONG Human Rights Watch s'alarmait en ces termes, je cite, « Dans le nord du pays, le désarmement des groupes armés n'a guère avancé. Le gouvernement a réalisé des progrès insuffisants en matière de rétablissement de l'autorité de l'État, ce qui a aggravé l'absence d'état de droit et le vide sécuritaire, facilitant un banditisme généralisé et le déplacement de nombreuses personnes. Dans le centre du Mali, la présence de groupes armés islamistes et les mesures d'intimidation à l'encontre de la population se sont accentuées tout au long de l'année, entraînant plusieurs exactions graves, dont les exécutions sommaires de fonctionnaires locaux et de personnes suspectées d'être des informateurs du gouvernement. Fin de citation. À entendre ces propos de la structure de défense des droits humains, des Burkinabés s'y retrouveraient pleinement. Le voisinage et les connexions mafieuses des autorités burkinabées sous le régime Compaoré aidant, notre pays fait depuis plus de 2 ans l'objet de multiples attaques meurtrières. Une occasion encore inespérée que la France saisit au bon pour maintenir sa cour assidue aux autorités burkinabées afin d'affirmer davantage sa domination. En témoignent ces propos de la ministre française des Armées, Florence Parly, rapporté par le site du journal français Le Monde en date du 10 octobre 2018, je cite. « Lorsque j'avais rencontré le président Kaboré en juillet à Ouagadougou, j'avais fait une offre de service en disant que si les autorités burkinabées souhaitaient pouvoir s'appuyer sur Barkhane, comme on le fait au Niger et au Mali, Barkhane était tout à fait disposé à monter ce type d'opération. » Fin de citation. Cette offre de service est vraisemblablement en passe d'être une réalité. En effet, selon le journal, alors qu'elle était en visite au Tchad en début de semaine, la ministre des Armées a confié qu'à la demande des autorités burkinabées, la France, à travers la force Barkhane, a mené 2 opérations au Burkina, dont l'une le week-end dernier. Et pourtant, au regard du peu que l'on sait du bilan des interventions des forces françaises au Mali, les autorités burkinabées devraient se ressaisir. La solution au terrorisme ne réside nullement dans le déploiement de forces spéciales au Burkina Faso, ni ailleurs. Jusqu'à preuve du contraire, ces forces servent plus d'instruments de domination et d'agression qu'à autre chose. En tout état de cause, la solution au mal du terrorisme demeure le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité burkinabées.